Ok, maintenant, on va voir la partie 2 de la partie 2 des bases à avoir. Dans la partie 1, on a vu les maths de base qu'il fallait avoir, notamment les nombres complexes, l'espace vectoriel, et aussi, c'est tout. Et maintenant, récemment, on a vu quoi? On a vu la partie 2. On a vu la partie 1 de la partie 2, qui était dédiée aux principes de mécanique. Tout ce qui était les lois de Newton, les positions, l'énergie, les trucs comme ça. Maintenant, on va voir la partie 2 de la partie 2 qui concerne réellement les prérequis à comprendre en physique quantique. On va d'abord parler des origines de la physique quantique, puis on va parler des choses qu'on a appris en physique quantique avant même de parler du postulat. Ok, ça va. Et puis, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est les maths qu'il faut pour comprendre les postulats de la physique quantique. Tout ça, ce sont des rappels. Ça même, c'est un rappel parce qu'on a déjà vu ça avant. On l'a découvert ensemble. On a vu un peu, enfin, on l'a compris ensemble dans dans les précédentes vidéos. Ok, maintenant, du coup, commençons. Les origines. Au début, en fait, tout a commencé par Planck. Planck est un. Enfin, tout a commencé par Planck. Planck, c'était un physicien, je pense, qui étudiait un système qu'on appelle corps noir. C'est un système, comme le four, dans lequel il y avait des rayonnements, et il voulait étudier le rayonnement qu'il y avait dans ce corps noir. C'est une boîte noire dans laquelle il y a un rayonnement qui est dedans. Et du coup, il voulait l'étudier et le comprendre. C'était dans le domaine de la thermodynamique, il me semble. Et tout ça, on le verra à la fin en physique statistique. Si on le voit, c'est-à-dire que je suis sur, enfin, bon, à tout moment, j'ai oublié de. On s'en fiche un peu. À tout moment, j'ai oublié de l'enregistrer. Mais normalement, on est censé l'avoir vu parce qu'il faut ça pour l'examen. Il faut ça pour réussir l'examen de physique quantique. Et moi qui vise un 20 sur 20, il faudrait vraiment qu'on voit ça. Bref. Du coup, ce que je veux dire, c'est que tout a commencé par lui. Il voulait étudier ce principe. Il voulait étudier ce rayonnement dans le corps noir. Et pour cela, il a dû quantifier l'énergie que avaient ces rayonnements par E égale à H nu. Je ne sais pas si c'est lui qui a présenté cette formule-là, ou si c'est Einstein. En tout cas, c'est lui qui a eu l'idée de quantifier l'énergie euh, que avait que c'est lui qui a eu l'idée de quantifier l'énergie que le rayonnement. En fait, je n'ai pas compris là-bas. En tout cas, il a quantifié l'énergie. L'énergie de quoi? Je ne sais pas. Sûrement, c'est l'énergie, enfin, la manière dont l'énergie se comporte, quoi. Elle est quantifiée. Genre, il y a différents étages d'énergie qu'on peut avoir, différentes couleurs de rayonnement qu'on peut avoir, tu vois. Et du coup, bah, vu que c'est différentes couleurs, c'est pas des couleurs continues, c'est des couleurs, il y a le rouge, le bleu, il n'y a pas du rouge au bleu, il n'y a pas, enfin, tu vois, du rouge au bleu, il n'y a pas une continuité. C'est comme de 1 à 2, c'est discret, 1 à 2. Alors que dans les réels, c'est le 1 jusqu'à 2, c'est vraiment rempli, c'est dense. Il n'y a rien, il n'y a pas de trou. Tout est complété, tout est défini. Et ici, l'énergie, bah, il y avait différentes couleurs d'énergie qu'il a observées, il me semble. Je n'ai pas mené de recherche sur les découvertes de Planck, mais d'après ce qu'on m'a dit sur lui dans le cours, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris. Et donc, voilà, il a quantifié, on va dire, le phénomène qu'il a observé de rayonnement. Il a quantifié, il a dit qu'il y a différents étages d'énergie, voilà. Et puis Einstein, parce qu'à l'époque, enfin, à l'époque d'Einstein, c'était compliqué d'expliquer un phénomène qu'on appelait le phénomène de photoélectrique. Einstein a proposé d'utiliser la même idée que Planck a eue. C'est du coup, bah, vu que maintenant, jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à expliquer l'effet photoélectrique, un effet dans lequel, quand on irradie un matériel métallique de rayonnement lumineux, eh bien, on obtenait des électrons qui sortaient du métal. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à expliquer ça. Et du coup, Einstein a dit que pourquoi pas utiliser ce que Planck a utilisé pour pouvoir faire cela. On va quantifier l'énergie comme il l'a fait. Et donc, voici la formule qu'il a utilisée pour faire cela. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, enfin, qui l'a créé, sur base de ce que Planck avait mis en place comme équation, ou bien, je sais pas si, ou bien à tout moment, c'est Planck qui a mis en place cette équation-là, et Einstein l'a utilisée pour lui-même décrire l'effet photoélectrique. En tout cas, que ce soit Einstein qui l'ait inventé ou pas, en tout cas, Einstein a utilisé cette équation-là pour décrire la manière dont la lumière donne de l'énergie aux électrons de la plaque métallique,
la plaque la plaque qui éjecte des électrons quand il est irradié par la lumière. Et, Einstein avait observé que, en fait, selon la fréquence de la lumière qu'on envoie sur le métal, eh bien, on obtient soit on voit enfin, selon la fréquence de la lumière qu'on utilise pour irradier le métal, eh bien, on a ou pas d'électrons qui sortent du métal. Il fallait vraiment avoir une certaine fréquence. En fait, il y a éjection. Voilà, ça c'est le rayonnement de la lumière, on va dire. Ça c'est le métal. Ok. Un électron commence à sortir du métal qu'à partir d'une certaine fréquence de la lumière. Cette fréquence-là, on l'appelle nu0. C'est la fréquence seuil que la lumière doit avoir pour pouvoir faire libérer un électron. Et du coup, l'électron, quand il sort, eh bien, il utilise cette énergie-là pour sortir, mais il utilise le reste de l'énergie que la lumière lui a donnée pour continuer à partir. Okay. C'est comme l'eau. Quand on fait chauffer l'eau, les molécules de H2O vont utiliser l'énergie de chauffage pour casser les ponts qui font que les H2O sont liés entre eux. On sait que les différentes liaisons entre les H2O, les molécules d'eau, eh bien, fait ce qu'on appelle l'eau qu'on voit actuellement. Eh bien, pour casser ces molécules, ces liaisons entre les molécules d'eau, qu'on appelle des ponts d'hydrogène, eh bien, il faut donner une énergie suffisante pour les casser. Et une fois qu'on les casse, eh bien, les molécules d'eau vont utiliser l'énergie qui reste, qui est en trop, pour s'évaporer, pour devenir vapeur. Et du coup, ben voilà, c'est la même chose ici. L'électron, pour s'échapper et avancer, il a besoin de, comme énergie, l'électron a besoin de l'énergie de seuil que la lumière lui donne, qui est liée à la fréquence de la lumière, et il va utiliser l'énergie qui reste de la lumière pour avancer. On appelle cette énergie l'énergie cinétique. C'est l'énergie qui est liée au mouvement que l'électron fait après être parti du métal. Et Einstein a fait ça aussi, a montré cela expérimentalement. Il a irradié la lumière avec différentes gammes de fréquences et il a obtenu le graphique suivant. Okay. Ici, on mesurait l'énergie cinétique qu'avait l'électron quand il sortait du métal. Et ici, on mesurait les fréquences de la lumière. Et on voyait qu'à partir de la fréquence nu0, on commence à avoir des électrons qui sortent. Et au plus on augmente la fréquence, au plus on voit que l'énergie qu'on obtient, bien sûr, que l'électron a, augmente de manière linéaire. Okay. Arrivé ici, l'énergie que l'électron obtient après être sorti du métal vaut ça. Tu vois, au plus on augmente de fréquence, au plus l'énergie cinétique que l'énergie cinétique que l'électron a en sortant du métal augmente, est grand. Ouais, je veux dire, est grand. Okay, du coup, ça veut dire qu'on voit que la fréquence de la lumière joue un rôle sur l'énergie cinétique que l'électron aura après être sorti. D'abord, il faut qu'elle sorte. Donc, l'électron va consommer l'énergie de la lumière, une partie de il va consommer une partie de l'énergie de la lumière pour sortir cette partie de l'énergie de la lumière. Elle est quantifiée par h nu 0, et puis le reste de l'énergie de la lumière, elle va l'utiliser pour bouger. Okay. Et c'est ce reste qu'on mesure avec nos appareils. Et c'est ça qu'on voit ici. Okay. Ça, c'est ce que Einstein a observé et a prouvé. Et ce qu'elle veut dire concrètement, c'est que la lumière, bien qu'elle soit une onde, bien qu'elle interfère comme une onde, elle a l'effet Doppler comme une onde, elle a les différentes choses que l'onde a, c'est-à-dire la réflexion, la réfraction, la diffraction, l'interférence, l'effet Doppler. Tous les trucs que l'onde a, elle a la lumière. Elle a même une équation d'onde. Une équation d'onde qui décrit sa propagation au cours du temps et dans l'espace. Elle a tout ce que la lumière possède. Bien que ce soit clair et certain pour tout le monde que la lumière est une onde, Einstein vient de prouver que la lumière est faite de particules. Et voilà, c'est ce que montre cette expérience-là, c'est que, en fait, seules les particules
échange de l'énergie comme le fait la lumière ici dans cette expérience. On irradie la lumière dans le métal et en fait, si on voulait décrire si on voulait décrire l'énergie que la lumière apportait aux électrons comme une onde, on n'arrive pas. Par contre, quand on décrit l'énergie que la lumière donne à l'électron pour qu'il s'échappe, quand on le décrit à la manière d'une particule, c'est-à-dire avec des collisions, eh bien, on voit que ça colle et que ça décrit vraiment cela, ce qu'on voit de la vraie vie. Donc, parce que on voit que, en fait, la lumière échange de l'énergie comme une particule, et comment les particules échangent de l'énergie, c'est simple. En fait, ils se collisionnent entre eux. Deux particules s'échangent de l'énergie quand ils rentrent en collision. Quand cette particule est fixe et que tu envoies une particule sur lui, eh bien, la particule ici va donner son énergie à celle-là. Et c'est pour ça que quand tu cognes quelque chose, elle bouge, tu vois. De base, elle était fixe, eh bien, hop là, elle bouge, tu vois. Et parce qu'en fait, cette particule-là lui a fourni son énergie pour qu'elle bouge. Et donc, voilà, une particule échange son énergie par collision. Et là, on a vu que si on essayait de décrire l'échange de l'énergie qu'avait la lumière avec l'électron qui est une particule, eh bien, si on décrivait comme si c'était une collision, les équations marchent. Et on a prouvé expérimentalement que ça marche. Comme ça. Et voilà. Et donc, bah, là, les gens ne peuvent qu'être d'accord. La lumière, bien qu'elle soit une onde, est faite de particules. Et on a vu qu'après, grâce à Crompton, qui a fait l'expérience, hein, il a envoyé de la lumière comme s'il envoyait des particules sur l'électron. Et on a obtenu quelque chose on a obtenu un résultat qui était le même que quand on envoyait des particules sur l'électron ou bien sur d'autres particules. On obtient que la lumière qu'on envoie sur la plaque métallique, eh bien, en gros, regarde, ici, là, c'est une plaque métallique. Mais Crompton, lui, son expérience, il n'a pas fait sur une plaque métallique, mais il l'a fait sur un réseau de cristal, il me semble. En tout cas, il l'a fait sur un objet qui faisait réfléchir la lumière. En gros, c'est un réseau de cristal, je pense. Voilà. Bien sûr, dans les nœuds ici, il y a dans les nœuds ici, il y a les électrons. Ok. Eh bien, quand il envoyait ce qu'on appelle un rayon X sur la matière ici, ok. Bon, bien sûr, il envoyait en rectiligne, en ligne droite. Ok. Ça c'est le rayon X. Bon, je l'ai mal dessiné, mais c'est le rayon X, on va dire, qui est en réalité une onde électromagnétique. Du coup, c'est de la même nature que... En gros, la lumière est une onde électromagnétique. Du coup, là, on parle en général de l'onde électromagnétique. Si la lumière... Ce qu'on a vu avec la lumière, on le voit ici aussi. En gros, arrivé ici, tu vois, à la sortie, normalement, le réseau de cristal devait réfléchir à la lumière. Ok. En fait, elle fait de manière à pouvoir réfléchir à la lumière. Et du coup, on voit qu'au lieu de la réfléchir... Oh, non, non, excuse-moi. Pas réfléchir. Depuis tout à l'heure, je dis réfléchir. Non, non. Réfléchir, c'est qu'en mode, elle retourne en arrière. Non, c'est pas ce que fait la lumière ici, en tout cas le rayon X. Non, non. Ce réseau de cristal ne fait pas réfléchir. Ce réseau de cristal ne fait pas réfléchir. Ce réseau de cristal ne fait pas réfléchir à la lumière. Réfléchir à la lumière. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle le laisse passer. Ça va? Et du coup, normalement, on devait avoir ça comme résultat, vu que c'est une onde. Une onde se propage. Ok. Une onde, c'est un phénomène d'énergie qui se propage. Ce n'est pas de particules. Donc, il ne peut pas rentrer en collision avec les électrons qui sont dans ce réseau de cristal. Il ne peut que traverser et continuer en ligne droite. Tout comme il le ferait dans l'espace. Sauf que en sortant, eh bien, on voit qu'il y a une déviation. La lumière est déviée d'un angle θ. Okay. Et en fait, c'est possible que si dans la lumière, il y avait des particules. Et c'est ces particules-là qui font que le rayonnement qui sort le rayonnement qui sort est dévié. Et du coup, voilà. Et non seulement on obtient notre onde qui est déviée, mais on obtient aussi une autre fréquence d'onde.
Ça, je ne sais plus pourquoi. On obtenait une autre onde d'une autre fréquence. Une fréquence plus petite, tu vois. Mais je ne sais plus pourquoi. Non, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, je sais que l'un des deux est l'onde initiale et l'autre, c'est, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Maintenant, voilà. Cette expérience-là était censée prouver que la lumière est faite de particules parce qu'on obtenait une déviation. Et seul avec les particules, on pouvait obtenir une déviation. En fait, la seule chose qui ferait que cette lumière initiale, cette onde électromagnétique initiale était déviée, c'était qu'elle soit faite de particules. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait eu avec Einstein, et ce qu'il faut retenir, c'est ça. Maintenant que Einstein a prouvé cela, enfin, que Compton a prouvé cela, attends, Compton ou bien Compton, excuse-moi, pas Compton, mais Compton, je ne sais pas comment on prononce. Compton, 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 bref. Du coup, maintenant que, grâce à Compton, Einstein a vu que, bah, en vrai, la lumière est faite de particules, bah, pourquoi pas continuer à aller plus loin? Mais d'abord, il faut savoir que la lumière est faite de particules qu'on appelle des photons. Voilà, des photons. Sauf que ouais, les photons, ils peuvent voilà, osciller dans différentes fréquences. Et selon la fréquence de laquelle ils oscillent, on peut les voir. C'est ces fréquences de l'onde de lumière. Bref, en tout cas, les photons sont des particules, mais de masse nulle. Parce que la lumière n'a pas de masse. On ne peut pas le mesurer. On peut pas mesurer, enfin, on peut pas prouver cela expérimentalement en physique. On ne peut pas montrer que quelque chose n'a pas de masse, mais on peut montrer qu'elle est inférieure à une certaine masse à laquelle on peut négliger sa masse et dire qu'elle n'a pas de masse. Et donc, on prouve ainsi que la lumière n'a pas de masse. Bon, on dit que la lumière n'a pas de masse parce que sa masse est, enfin, la masse qu'on pouvait mesurer d'elle, elle est inférieure d'un certain seuil. Et donc, on considère qu'elle n'a pas de masse. Mais on n'a jamais pu le prouver expérimentalement, mais voilà. Et du coup, voilà, la lumière est faite de particules, mais de masse nulle, qu'on appelle photons. Et puis Einstein postule que, bah, vu que la lumière est faite de particules, eh bien, on va dire qu'elle possède ce que seules les particules possèdent et que les autres ondes n'ont pas. Ce qu'on appelle l'impulsion. C'est la quantité c'est la quantité de l'impulsion, c'est la quantité de mouvement qu'a une particule en translation. Et du coup, il dit que bah, on peut associer cette on peut associer cette quantité de mouvement, on peut associer cette quantité de mouvement, on peut associer cette quantité de je vais y arriver. On peut associer cette quantité de mouvement à la lumière. Ça veut dire que faire ça, c'est comme dire que l'objet est une particule et n'est plus une onde. Mais voilà. Mais Einstein ne va pas dire que c'est égal à m fois v, parce que les photons, ce sont des particules de masse nulle. Donc, ça n'a pas de sens de dire que c'est masse fois vitesse. Là, alors, il va utiliser les autres caractéristiques de la lumière pour définir leur impulsion. Lumière ou onde électromagnétique, c'est la même chose. Onde, enfin onde de lumière, quoi. Il va dire que l'impulsion de la lumière et de toute onde électromagnétique, eh bien, c'est quoi? C'est h bar fois le vecteur d'onde. Voilà. Là, on a la pulsation, enfin, là, on a l'impulsion qui est liée au fait que la lumière est une particule, et là, on a le vecteur d'onde qui veut dire que la lumière est une onde. On a une dualité ainsi. Et du coup, voilà. À ce moment-là, on dit que la lumière est à la fois une onde et une particule. Mais en réalité, ça veut dire juste, en fait, la lumière, elle est faite de particules en fait, elle est faite de particules qui se comportent comme une. En fait, la lumière est faite de particules qu'on appelle photons, mais ces photons se comportent comme une onde. Et voilà. Du coup, c'est en fait une. Comment dire? Le photon fait partie fait partie de ce qu'on appelle une particule quantique. En fait, comme le photon et toute autre particule quantique sont des particules qui se comportent comme une onde. Ce sont des particules, mais ils se comportent comme une onde.
Et du coup, voilà. Et c'est ce que dit cette équation-là. Et du coup, voilà l'impulsion des particules quantiques. Et ici, c'est la lumière. Et le K, c'est quoi? C'est un vecteur qui indique la direction de propagation de la lumière. Genre, les ondes, ils se propagent, mais suivant une direction. L'onde sonore, il peut aller comme ça, si le son va comme ça. Il peut aller comme ça, si le son va comme ça. Il peut aller obliquement, si le son va obliquement. Elle a une direction, l'onde. En tout cas, la propagation de la lumière a une direction, et de toute onde. Et du coup, bah voilà, c'est ce que contient ce vecteur. Elle contient la direction, toutes les coordonnées de direction que peut prendre la propagation de l'onde. Du coup, ici, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2π, une constante, divisée par la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une distance. La distance entre deux figures de l'onde. L'onde fait ça, on va dire. Ok. Eh bien, la distance entre les deux bosses ici, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. On le voit facilement grâce à l'eau, les vagues d'eau que font l'eau. Eh bien, la distance entre deux vagues d'eau, eh bien, c'est la longueur d'onde. On peut voir l'eau de surface, hein. Elle est comme ça, l'eau de surface. Voilà. C'est ça, c'est la longueur d'onde. Ça aussi. Et pour la lumière, eh bien, c'est la distance entre. Tu vois, l'onde électromagnétique, on va dire, c'est un enchaînement de champs magnétiques, ok, et de champs électriques. Ok. On va dire qu'il y a une première variation, ok, et une deuxième variation. Mais ça se répète au cours du temps. Tu vois, les variations se répètent, se propagent comme ça. Une variation, tu vois, comme ça, elles se répètent, elles s'enchaînent, elles s'oscillent. Non seulement la même variation, on l'obtient au cours du temps, la même, de manière périodique, mais on l'obtient aussi dans l'espace. On aurait pu, la lumière, qui est une onde électromagnétique, aurait pu varier juste en un point, ne pas bouger. En gros, la valeur augmente, diminue, augmente, diminue. La valeur dont je parle, c'est l'intensité de la lumière. Elle peut augmenter ou diminuer, mais sans se propager, tu vois. Mais en réalité, elle se propage. Dans le cas où elle ne se, dans le cas où elle ne se propageait pas, elle fera que osciller au cours du temps. Elle fera que osciller au cours du temps, et du coup, elle a une période temporelle. Genre, après tel temps, on obtient la même intensité. Voilà. Par contre, vu qu'elle se propage, c'est une onde. En fait, un phénomène oscillatoire qui ne se propage pas, c'est juste un phénomène oscillatoire. Un phénomène oscillatoire qui se propage dans l'espace, ok, ça veut dire qu'elle répercute cette oscillation. En fait, elle répercute cette oscillation dans l'espace. Et donc, elle emmène avec elle. Et du coup, dans l'espace, on obtient cette oscillation dans l'espace. Et du coup, du coup si elle se propage, si elle prend cette oscillation et l'emmène dans l'espace, eh bien, on dit que l'objet là se propage. Et vu que l'objet c'est une oscillation, c'est une onde. Et du coup, voilà. Et du coup, la distance entre les deux, on va dire les deux endroits où on obtient la même valeur de oscillation. Bon, ici, par exemple, on lucide entre 2 et 4. Ok. Eh bien, 3 là, ici, on a 3 comme intensité. Et là où on réobtient le 3, c'est ici. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. C'est une oscillation dans le temps. Et la distance entre deux bosses d'oscillation dans le temps, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ça, c'est la vraie définition, on va dire, que là, j'essaie de t'expliquer. Mais pour vraiment avoir une image mentale, c'est vraiment, tu prends l'onde comme ça, c'est l'onde physique, hein. Elle se dirige par là, et la distance entre deux bosses, c'est ça. C'est une distance, ok. La distance, vu que c'est un vecteur, eh bien, elle a une direction. La direction de la distance, en fait, c'est par là, en fait, parce que de là à là, la distance, elle est là. Et l'onde va toujours là. Si ton onde allait comme ça, eh bien, la longueur d'onde, la longueur entre deux bosses, eh bien, c'est ça. Ça va comme ça. Si l'onde va comme ça, la distance entre les deux bosses, elle est comme ça. Et donc, on comprend que, tu comprends que la longueur d'onde suit la direction de propagation. Et donc, le cas là nous donne la période de propagation. Ça c'est une période. C'est une période spatiale. La période temporelle, qui est un scalaire, c'est oméga, c'est 2π sur la période. Mais en fait, ce sont des
inverse de période en réalité. Ça, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour du cercle. Eh bien, là, c'est pas le temps qu'il faut pour faire un tour, c'est la distance qu'il faut pour réobtenir la même intensité qu'on avait ici. C'est la distance qu'il faut. Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Et là, c'est un vecteur d'onde parce que on lui attribue une direction. Ça devient un vecteur. Du coup, le nombre d'ondes qui est la valeur de la distance où il faut pour obtenir la même intensité ici jusqu'à ici, et bien là, elle devient un vecteur parce qu'on lui donne une direction. Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah, ici, on met un K pour dire sa direction de propagation. Et du coup, voilà. Einstein associe la pulsation, l'impulsion, et Einstein associe l'impulsion à ce vecteur d'onde. Donc, la quantité de mouvement des photons qui sont des particules, on va dire, ils bougent, ok, ils bougent hein, suivant une direction. Et voilà, c'est ça que ça veut dire ici. Voilà. Maintenant, on continue. Du coup, bah, après cela, Einstein avait dit quoi? Enfin, d'abord, il a dit ça, et puis on l'a pris pour un fou. Et donc, bah, quelqu'un a démontré que ce qu'il dit, c'est pas faux. Et ce quelqu'un, c'est qui? Attendez, désolé pour le bruit. Ce quelqu'un, c'est qui? J'ai oublié qui c'était. C'était... Ah non, ok, non, j'ai compris. En gros, l'effet photoélectrique a permis de dire que une onde échangeait de l'énergie comme une particule. Mais pas tout le monde était d'accord qu'une onde était faite de particules. Et du coup, bah, Einstein a postulé ça avant que Compton prouve que la lumière est faite de particules de masse zéro, de masse nulle. Et du coup, Compton vient après ça. Et du coup, c'est Compton qui valide cette équation. Ça va? Avant cela, on prenait Einstein pour un fou. Mais après que Compton a montré que la lumière était faite de particules de masse nulle, eh bien, ça là est devenu vrai. Tout le monde l'a accepté. Ok. Du coup, voilà. Pour l'instant, il y a deux équations importantes à retenir. Ok. L'énergie d'une particule de masse nulle, qui est l'onde électromagnétique, qui est ce qui compose l'onde électromagnétique. Et on a ce qu'on appelle l'équation de l'impulsion. Mais maintenant, on va aller plus loin. Maintenant qu'on sait que la lumière est faite de particules et se comporte comme une onde, maintenant qu'on sait que la lumière est faite de particules qui se comportent comme une onde, un certain jeune physicien appelé de Broglie a postulé que on va associer une longueur d'onde à toute particule massive. Parce que on parle de particules de masse nulle. Mais de Broglie va vouloir avoir un truc du genre pour les particules massives, comme l'électron. Et du coup, il dit qu'on va associer une longueur d'onde, lambda, à une particule massive. Et la longueur d'onde sera égale à quoi? Elle sera égale à h, okay, sur l'impulsion, P. Voilà. Voici la longueur d'onde de Broglie. C'est une longueur d'onde. Bon, sûrement au début, de Broglie ne savait pas vraiment comment l'interpréter, mais vu que, on va dire, il propose ça. On ne sait pas pourquoi, mais il propose ça. Et du coup, par la suite, on va faire une expérience qui va montrer que l'électron se comporte comme une onde. On va envoyer un électron, okay, à travers les fentes qu'on avait utilisées pour montrer que la lumière était une onde. L'électron va traverser et on va obtenir les mêmes figures d'interférence qu'on avait eues pour la lumière et pour les ondes de matière, comme les vagues d'eau. On aura des figures d'interférence. Ces figures-là ont été obtenues par les phénomènes d'interférence. En gros, c'est là qu'il y a le plus de l'onde, et là, il y a des interférences. Et là où il n'y a rien, c'est des interférences destructives. C'est là où, en gros, ici, tu as une oscillation. Okay. Si tu as ça comme superposition, eh bien, là, c'est à zéro. En gros, tout ça, c'est comme si tu avais une ligne droite. Zéro. Par contre, quand tu superposes, on va dire, deux ondes qui ont la même phase, en tout cas des phases proches, eh bien,
ça se cumule et ça fait une grande, tu vois, ça fait une grande onde. Et cette grande onde, cette intensité de l'onde qui augmente, c'est ça qu'on obtient ici. Voilà. Et on a obtenu le même résultat pour l'électron. Et du coup, on a conclu que l'électron se comporte comme une onde. Et donc que De Broglie n'était pas fou et qu'il avait un peu raison, ou même voire raison. Et donc on se dit que, vu que l'électron se comporte comme une onde, pourquoi pas l'associer à une onde? Pourquoi pas dire qu'il y a une onde qui, on va dire, accompagne l'électron? En fait, on va dire que, en fait, c'est bien de dire que l'électron est une onde, parce qu'une onde, c'est pas massique. Une onde n'a pas de masse. C'est une énergie qui transporte une masse, tu vois. C'est pas une masse en soi. C'est pas l'eau qui déplace. C'est pas l'eau qui tout seul va se déplacer. C'est l'énergie de perturbation que tu mets dans l'eau qui va se propager dans l'eau. En gros, l'énergie que tu mets dans l'eau, cette énergie-là va utiliser l'eau pour se propager. Ok? Ça c'est l'onde. En fait, une onde, c'est une énergie. Une onde, c'est une énergie qui se propage. Tu peux avoir une énergie qui est là, et tu peux avoir une énergie qui se propage. Ok? Voilà. Du coup, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde. Et du coup, on a obtenu. Du coup, on se dit que pourquoi pas associer à l'onde, pourquoi pas associer à l'électron, qui est une particule massive, une onde. Dire qu'il y a une onde qui accompagne son mouvement. Et selon ce que fait l'onde, eh bien, l'électron le suit. Tu vois, l'électron, il suit quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui est, on va dire, l'onde qui l'accompagne. Voilà. Normalement, l'onde l'accompagne. Mais en fait, l'onde, pourquoi on introduit, c'est pour décrire, on va dire, la particule comme une onde. Plutôt que de travailler avec l'électron et dire que l'électron va faire des trucs que fait l'onde, on va dire qu'on va créer une onde qui fait ce que fait l'électron. Et c'est sur cette onde, on va se baser sur cette onde-là pour décrire ce que fait l'électron. Voilà. Par analogie, on peut dire que, attendez, au lieu de, enfin, mhm. Au lieu d'essayer de comprendre comment les atomes font pour bouger, tu vois, quand tu fais bouillir l'eau, au lieu d'essayer de décrire ce que font les atomes et tout de manière microscopique, autant me dire, voir ce que font les molécules entre eux, au final, dans le global. Autant me décrire ce qu'ils font. Non, non, attends, je recommence. Au lieu de décrire les atomes composant les molécules de l'eau, comment ils bougent et tout quand on fait bouillir l'eau, autant me décrire les molécules d'eau, comment ils bougent entre eux, parce qu'en fait, c'est la conséquence de ce que font les électrons. En fait, vu que le mouvement des molécules d'eau qu'on peut décrire facilement, c'est la conséquence de ce que font les électrons dans les molécules d'eau, on va décrire les molécules d'eau au lieu des atomes d'eau. C'est un petit mini analogie pour que tu comprennes ce que je veux dire par on va associer à l'électron une onde. Voilà, une onde, voilà. L'électron, il est là où est l'onde. Et puis, bah, là où l'onde est le plus proche et le plus probable, c'est là où est l'électron. Au début, il peut être partout à la fois. Ça, c'est des cercles. Hein. Tu vois, en fait, l'onde, c'est un sphère. L'onde qu'on associe à l'électron, c'est un sphère. Okay. Ici, je vais redessiner. Dans l'espace à 3 dimensions, l'onde qu'on associe à l'électron est un sphère. En gros, il faut imaginer des sphères qui se propagent. Tu vois. C'est une sphère, petite sphère qui grandit, grossit. Et il y a plusieurs autres petites sphères qui grossissent avec elle, au fur et à mesure. Et ça, c'est la propagation de l'onde. Là, elle se propage en un endroit. Mais quand cette propagation de sphère bouge, eh bien, bah, ça, c'est l'électron qui bouge. Le sphère, lui, il suit l'électron. Et du coup, là où l'électron, c'est là où va le sphère, c'est là où va l'électron. En gros, d'après ce qu'on voit que l'électron fait, on va dire que l'onde qui lui est associée fait la même chose. Comme ça, on va essayer de comprendre de manière ondulatoire ce que fait l'électron, parce que ça, on sait faire. Comme ça, après, avec ce qu'on comprend de ce que fait l'onde associée à l'électron, on comprend ce que fait l'électron. C'est une manière facile de comprendre ce que fait l'électron. C'est comme si, au lieu d'essayer de
comprendre un cours en classe, tu passes par un prof particulier. Le prof particulier va t'expliquer ce que le prof t'expliquait, mais que tu ne comprenais pas. Mais voilà. Maintenant que le prof t'a expliqué, tu as compris comme si le prof t'avait expliqué, mais voilà, ce n'est pas le prof qui t'a expliqué, c'est un prof particulier ou bien un prof que tu as trouvé sur YouTube qui t'a expliqué la chose, parce qu'en classe, tu ne comprenais pas. Bon, c'est un peu c'est un autre exemple, mais qui n'est pas trop lié à ça, mais bon. Encore, voilà, l'onde ici, elle suit la particule. C'est une onde qui est la carte d'identité de la particule. Au lieu d'essayer de suivre, enfin de décrire tout le corps, comment le corps d'un individu bouge, eh bien, tu vas suivre le point de l'individu et tu vas dire que l'individu bouge. Tu n'as pas besoin de connaître toute la position des molécules composées, toutes les molécules de l'être humain. Tu n'as pas besoin de décrire leur mouvement. Tu décris l'être humain comme un point qui bouge. C'est tout ce que tu as besoin. Et ben voilà, là, on a juste besoin de l'onde qui suit la particule. Parce que l'onde, on sait le décrire comme on fait avec les ondes normales. Sauf que là, on va suivre, là, voilà, elle est liée à la particule. Parce que la particule, on voit qu'en fait, elle se comporte comme une onde. Pour comprendre, on va dire, comment elle se comporte, on va décrire la particule comme une onde. J'ai pris du temps parce que c'est vraiment une partie qui n'est pas facile à comprendre. Mais là, je pense que tu as quand même compris un minimum pour continuer. Donc voilà. Et du coup, en partant de ça, ça et ça, on est arrivé à, maintenant qu'on sait que l'électron, qui est une particule, qui compose toute la particule, tous les grands particules et tout ça, parce que l'électron, c'est ce qu'il y a dans un atome, et du coup, atome compose tout l'univers. Et donc, on dit que, maintenant que la matière peut être vue comme une onde, vu qu'on dit que concrètement, vu qu'on dit qu'elle se vu qu'on dit qu'elle se comporte comme une onde, et vu qu'on associe une onde à cette particule, à ces particules, eh bien, on va vouloir trouver une équation d'onde pour ces particules-là. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire que l'électron est une onde, en tout cas, tu ne peux pas associer l'électron à une onde sans décrire cette onde. Toutes ondes ont une équation d'onde. Toutes les ondes ont une équation qui décrit leur propagation. Une équation d'onde de laquelle une équation d'onde où quand on la résout, on obtient une fonction d'onde qui lui nous donne les positions de l'onde au cours du temps et dans l'espace. Du coup, on va vouloir chercher une équation d'onde pour l'onde ici. Pour l'onde, on va dire, qui est l'onde de matière associée à, par exemple, ici, l'électron. Et du coup, Schrödinger, c'est lui qui a fait le boulot. Alors, il y a plusieurs manières de montrer comment Schrödinger a trouvé l'équation. Mais la manière la vraie manière, je pense, c'est, en gros, Schrödinger, de base, il voulait décrire l'onde de la matière, l'onde liée aux électrons ou bien aux particules. L'onde liée aux particules, il voulait la décrire comme une vraie onde. Genre, il s'est dit que, on va dire que une onde, enfin, vu que c'est une particule, on va la décrire comme une particule. On va dire, Schrödinger a utilisé tous les outils de l'époque pour pouvoir décrire, pour pouvoir trouver l'équation d'onde. Comme outil, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait la relativité restreinte. Il y avait ce qu'on avait fait avec l'électromagnétisme, Maxwell. On a unifié le champ électrique et magnétique avec les équations Maxwell et on a vu que c'était une onde. On a décrit tout ce qui était ondulatoire dans l'électromagnétisme, ce qui a donné la lumière et les autres fréquences de l'onde électromagnétique. Et du coup, il a utilisé ça et aussi les trucs que Einstein et de Broglie ont trouvé. Il a utilisé à peu près tout ce qu'il y avait à l'époque qu'on connaissait sur les ondes et les particules pour créer une équation qui décrit au mieux l'onde qui est associée à la particule, par exemple l'électron. Et du coup, il a utilisé toutes ces ressources-là pour créer son équation, qui est l'équation d'onde qu'on cherchait au début. On va dire qu'on l'a donné comme mission de trouver une équation d'onde. Et lui, il l'a fait. Bon, à tout moment de la vraie vie, beaucoup étaient à la recherche de l'équation d'onde. Mais on va dire que c'est lui qui a trouvé, on va dire, en premier. Et du coup, comment il a fait? Il s'est dit que, vu qu'on est dans la relativité restreinte, enfin, on va considérer l'électron comme une particule relativiste. On sait que les particules relativistes n'avaient pas de masse. Ok?
Non, non. En gros, toute particule relativiste respectait cette équation. Attends, je l'écris en rouge. Toute particule relativiste, on va dire ici, particule relativiste. OK? Particule, pourquoi? Parce que l'électron est une particule et les particules sont des particules. Et relativiste parce que ce sont des particules, ce sont des particules qui se rapprochent de la vitesse. Ce sont des particules qui se rapprochent de la vitesse. Ce sont des particules qui se rapprochent de la vitesse. Ce sont des particules qui se rapprochent de la vitesse qui se rapprochent de la vitesse de la lumière. Ok. Et du coup, ces particules-là, on les appelle des particules relativistes. Ces particules-là, on les appelle des particules relativistes. En fait, je n'ai pas besoin de me crier. Je peux parler à mon aise, dans le micro, en montant. Et du coup, ces particules-là, on les appelle des particules relativistes. Et du coup, Schrödinger, il part sur cette Schrödinger part sur ce principe-là, parce que le photon est une particule relativiste, voire même ultra-relativiste. C'est une particule qui n'a pas de masse, qui est la lumière, en fait. Il va à la vitesse de la lumière parce que c'est la lumière. Et c'est sa vitesse la plus grande de l'univers, à ce jour trouvé. Et du coup, Schrödinger va vouloir décrire, on va dire, l'équation d'onde en partant du principe comme hypothèse que l'électron ou bien les particules sont relativistes. Parce qu'en fait, à l'époque, ce travail a été fait par un physicien ou un scientifique qu'on appelle d'Alembert, il me semble, d'Alembert. Lui, il a réussi à trouver l'équation d'onde de l'onde électromagnétique en utilisant les travaux de Maxwell et d'autres physiciens et scientifiques de l'époque. Il a fait ces travaux-là et a obtenu une équation d'onde pour la lumière. Et du coup, Schrödinger a voulu commencer par là. Il s'est dit pourquoi pas partir de ce principe-là. Et pour cela, il fallait considérer que les particules étaient relativistes. Il fait ça, il voit si ça marche. Du coup, pour cela, il a dit que prenons la relation que ont toutes particules relativistes. C'est quoi? C'est E carré. E carré. Attendez, hein. E carré. Attends, j'ai oublié la formule. Attendez. E carré moins m carré C4 moins p carré C carré, ok voilà, égale à 0. En gros, toute particule relativiste avait et respectait cette relation. Et la lumière, c'est une particule composée de photons. Et les photons ont une masse nulle. Donc ce terme-là, il part. Et il reste quoi? E carré moins PC carré égale à 0. Et donc E carré est égal à PC carré. E égale à P fois C. P fois C, c'est l'énergie. P fois C, c'est l'énergie de la lumière. Okay. Tu vois que par la lumière, cette équation marche aussi. Et pour toute autre particule, du coup, par la lumière, le E de la lumière du photon, c'est quoi? C'est P fois C. Et pour toute autre particule, on aura l'énergie qui est égale à quoi? Égale à racine carrée de m carré C4 plus P carré C carré. Voilà. Ils avaient ça comme relation. Et les particules qui n'étaient pas relativistes, on verra plus tard c'est quoi leur énergie. Du coup, ils partent de cette relation-là pour trouver l'équation d'onde de l'onde qui est associée à la particule. Attendez. Hein. Attendez. Hein. Ok. Ça, on le met de l'autre côté. On obtient du coup E carré moins P carré C carré égale à M carré C4. Okay, de base, ça c'est la relation en réalité, de base. Okay, ça, c'est, je sais pas pourquoi j'ai. Enfin, ça, tu obtiens quand tu mets ça de côté. Mais voilà, de base, c'est ça la relation. Et du coup, il s'est dit que. Graf, non. Magauta agada un nimi. Film ngum.
Il y a une caméra. Il filme. Il y a un problème. Attends. Mais oui, ok, du coup, je disais, ça, c'est la relation de base. Ok. Et du coup, voilà, sur ça, en fait, c'est à partir de ça que D'Alembert a trouvé l'équation d'onde. Et du coup, Einstein, non pas Einstein, Schrödinger va partir de là et va trouver l'équation d'onde qu'il voulait chercher. Et donc, regardez, pour cela, il va faire ce qu'on appelle il va faire ce qu'on appelle la relation de, la relation de quoi encore? La relation, j'oublie le nom. La relation, non, j'oublie le nom. La règle de, voilà. La règle de correspondance, c'est quoi? Il va dire que le E et le P sont des opérateurs. Ok. En fait, c'est une manière qu'il avait trouvée pour trouver une équation. Et l'équation qu'il a trouvée, enfin, en tout cas, D'Alembert avait utilisé ça comme relation pour trouver l'équation d'onde. Et il a obtenu quelque chose qui décrivait vraiment la propagation de l'onde. Et du coup, Schrödinger, il prenait ça et remontait en arrière pour obtenir, on va dire, du coup, le E. Il dit que l'énergie est associée à moins I H bar dérivé au temporel. En gros, là où il y aura l'énergie, ce sera une dérivée temporelle. Ok. Et du coup, là où il y aura l'impulsion, ok, on l'associera à moins I H bar, bien sûr, c'est un vecteur, dérivée spatiale, dérivée par rapport à la position. Et du coup, ainsi, vu qu'on a ça là, eh bien, on aura du coup E carré, tout ça au carré. Donc, on aura moins I au carré, ça fait quoi? Ça fait I carré, ça fait moins H bar carré, dérivé carré par rapport au temps au carré, ok, plus, non, moins, du coup, moins PC carré, moins, ok, moins P fois C. P, c'est quoi? C'est une dérivée spatiale. Et du coup, P carré, c'est quoi? C'est moins I au carré qui est moins 1 fois H bar carré. Donc, du coup, c'est moins H bar carré. De base, ici, il y a un moins. Et du coup, je rajoute le moins de ça au carré, ça fait plus. Ok, plus H bar au carré, ok, fois la dérivée au carré spatiale par rapport à la dérivée de la position au carré. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, fois, bien sûr, C, la vitesse de la lumière, fois C carré. Ça j'ai oublié, parce qu'il est là, lui. Fois C carré. Donc, j'obtiens plus H bar. Du coup, j'obtiens plus H bar au carré fois C carré, fois cet opérateur de différenciation. Okay. On obtient, à la place de E carré moins PC carré, on obtient ça plus ça, comme opération. Okay. Et c'est égal à quoi? On voit que le M et le C, ce ne sont pas des opérateurs. Ce ne sont pas des opérateurs, mais des constantes. Ça, c'est la masse. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça et ça, ce sont des grandeurs qui varient, tu vois. Ok. Mais ça, ces deux-là ne varient pas. Ce sont des constantes. Les grandeurs qui varient, Schrödinger les a associées à des opérateurs. Parce qu'en fait, voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, on obtient du coup M carré fois C4. Et du coup, c'est pas possible parce qu'on a une équation. Et donc, il faut que à gauche, on ait des opérateurs et à droite aussi. La seule manière qu'il y a de prouver pour que l'équation soit vraie, c'est de dire qu'il existe un objet auquel on va appliquer ces opérateurs-là et on va appliquer ça aussi. Il y a un objet où on peut appliquer une application qui est la dérivée, pareil pour ici, et on peut multiplier par une constante. Et tu as compris, ça ne peut que être un vecteur. Un vecteur, du coup, une fonction. Fonction, vecteur, matrice, ce sont des vecteurs. Et du coup, il va dire qu'il existe, il va donc dire qu'il existe un vecteur que j'appelais ça, psi. D'abord, psi, c'est bizarre. Du coup, il se dit que c'est un truc bizarre qu'on va dire qu'il existe. Et du coup, tel que, on va tout ça fois psi égale à tout ça fois psi. Ainsi, on aura une égalité cohérente. Tel que, tout ça là, donc
moins h bar carré dérivé carré par rapport au temps carré, plus h bar carré dérivé carré par rapport à la position au carré, tout ça au carré, appliqué à cette fonction-là, égale à quoi? À la masse carrée C 4 fois la fonction. Bon, là, j'ai pas eu d'espace, mais voilà. En fait, vous savez quoi? On va les réécrire. Oui, carrément, c'est un cours complet, là. Donc ici, on a P carré, enfin, l'impulsion est égale à la masse, non, pas la masse, excusez-moi. C'est égal à H bar, ok, l'impulsion, enfin non, H bar K vecteur, ok, ça je le remets ici. Et si je mets ce que devient cette relation-là qu'on avait de là, quoi, du coup. On part de là, on utilise une règle de correspondance qui associe ces grandeurs-là variables à des opérateurs. Okay? Et on obtient ça. Et ça, là, vu qu'on a un scalar ici et des opérateurs ici, eh bien, on veut une égalité. Et donc, la seule manière d'avoir une égalité vraie, c'est de dire que cet opérateur est appliqué à un vecteur et cette constante est appliquée à un vecteur. Une constante qui est appliquée à un vecteur, c'est simplement une multiplication. Et un opérateur qui est appliqué à un vecteur, c'est on applique l'opérateur sur le vecteur. Là, le vecteur, c'est une fonction. Okay, enfin, vous n'oubliez pas, en algèbre, une fonction est vue comme un vecteur. Une matrice, pareil. Une suite, pareil. Un vecteur est lui-même un vecteur. Okay, et un nombre complexe aussi. Ceci est vu comme un vecteur. Ok, du coup, ça veut dire que... ouais. Ça veut dire que on va appliquer cet opérateur au vecteur psi. Donc, on aura quoi? On aura moins h bar carré dérivé par rapport à au temps au carré, plus h bar carré dérivé carré par rapport à la position au carré. Ok, ça là, on va l'appliquer à cette fonction, à ce vecteur. Égal à quoi? Aux constantes qui est la masse au carré fois c carré fois ce même constante. Ok, et voilà ce qu'a obtenu le Schrödinger. Bien sûr, si on simplifie tout par c carré, on obtient, si on simplifie tout par c carré, on obtient ici moins h bar carré fois... Attendez. Oui. Sur c carré, ok, dérivé au carré par rapport au temps au carré, plus h bar, parce qu'ici, il y a un c carré, en fait, que j'ai oublié, plus h bar carré dérivé carré par rapport position carré, ok. Si on met tout ça sur le psi carré, ça fait quoi? M carré C carré psi. Voilà. Ça, c'est l'équation de Schrödinger numéro 1. C'est le premier que Schrödinger a trouvé pour décrire l'onde qui était associée à une particule. Mais sauf que le problème, c'est que cette équation-là n'expliquait pas un phénomène qu'on pouvait observer pour ces particules-là que l'onde décrit. Il y avait le phénomène des spectres de l'hydrogène. Normalement, cette équation-là devait expliquer ce phénomène-là. Parce que c'est une équation c'est une équation qui décrit l'onde qui est associée à la particule. Une onde qui fait la même chose que fait la particule. Et donc, on va dire, elle devait expliquer le phénomène que faisait l'électron dans l'hydrogène. Le fait que l'électron émet certaines quantités, le fait que l'électron émet certaines quantités d'énergie selon s'il reçoit de l'énergie ou pas. Non, selon si il reçoit de l'énergie pour bouger de couche d'orbite en orbite ou pas. Et du coup, voilà. Et du coup, cette équation-là ne permettait pas cela. Et pourquoi ça ne faisait pas ça? En fait, c'est dû à une chose. Son hypothèse de base. Il a considéré l'électron comme une particule relativiste.
une particule qui avait une vitesse proche de la lumière. Et du coup, ça c'était une grosse erreur. C'était une mauvaise hypothèse parce que l'électron, elle a une vitesse. Mais la vitesse, elle est loin d'être celui de la lumière. En fait, il fallait considérer l'électron comme une particule normale, qui n'est pas relativiste. Une particule non relativiste. Et donc, ça là ne marchait pas pour lui. Mais on verra plus tard que ce sera quand même ce qu'il a trouvé ici est quand même utile. Mais d'autres savants l'ont trouvé, ils l'ont posé avant lui, alors que c'est lui qui a trouvé avant. Mais c'est pas grave. On verra que avec la, avec, avec la notation de Dirac, eh bien, tout ça prend sens. Enfin, tout ça aura une utilité, notamment pour trouver l'existence ou bien prédire l'existence des antiparticules. Et aussi, j'oublie pourquoi d'autres encore. J'oublie encore son utilité après. Enfin bref, du coup, voilà. Du coup, ça, il a du coup été déçu et il s'est dit, ouais, ok. Au lieu de compliquer les choses, au lieu de dire que la particule, qui est l'électron ou bien une autre particule, au lieu de dire que c'est une particule relativiste, on va aller dans le plus simple. On va dire que c'est une particule non relativiste, une particule normale, comme ça. Comme une balle de tennis, on va le décrire comme ça. Bien sûr, avec les trucs que Einstein et De Broglie ont proposés, parce qu'on considère que les particules avaient le comportement d'une onde. Du coup, on l'écrit comme si c'était des particules dont la vitesse était normale, loin de celui de la lumière, mais ça restait quand même, ils avaient quand même des comportements ondulatoires. Ils avaient quand même des comportements ondulatoires. C'est pour ça qu'on considère ça quand même. Mais ce que maintenant, on dit que sa vitesse est loin d'être celui de la lumière. Et donc, on ne va pas utiliser ça parce que ça, c'est que pour les particules qui ont une vitesse proche de la lumière. Des particules qu'on appelle des particules relativistes. Donc, cette relation-là, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser une autre relation qui est réservée aux particules non relativistes. C'est parti. Donc, je vais effacer ça. OK. Et ça aussi, je vais l'effacer. Et du coup, Schrödinger, il part sur une idée simple. OK. Et ça, je vais l'enlever aussi, mais je vais le mettre, on va dire, en petit ici en haut. Wow. Là, c'est même plus un cours de postulat, c'est un cours du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est un rappel de tout ce qu'on a vu en réalité, mais en détail. Du coup, l'énergie, c'est H nu, et l'impulsion, c'est H bar K carré, K normal. Et du coup, la longueur d'onde de Broglie, c'est H sur l'impulsion. OK. On peut l'exprimer avec H bar, mais ce n'est pas utile ici. OK. Et du coup, voilà. C'est parti. Du coup, là maintenant, Schrödinger part sur une idée simple. OK. Et de dire que les particules qui ont les comportements d'onde, comme l'électron, eh bien, ce sont des particules non relativistes. OK. OK. Ce sont des particules non relativistes. Et donc, ça veut dire que leur énergie, la relation d'énergie qu'ils ont, n'est plus le même que tout à l'heure. En gros, on va démontrer ça, mais je vais te montrer. C'est en réalité l'impulsion au carré divisé par 2 fois la masse. D'où ça vient ça? En réalité, on a juste repris l'expression de l'énergie qui était quoi? mc carré moins plus p carré c carré, du coup m c'est 4 ici. Et on reprend ça, mais sauf que maintenant on va isoler l'énergie.
Et on va dire que bah, c'est la racine de ça. Et ça, vu que maintenant, on est face à des particules non relativistes, ça veut dire que leur masse... Attendez. Ça veut dire que... Attendez, hein. Ok. Ça veut dire que... Les... Attends, comment expliquer ça? D'abord, pour cela, on divise par C carré. En gros, on obtient... Oui, du coup, on divise par C carré. On obtient racine de M. Du coup, ici, il y a un carré. Hein. M carré, C carré, plus P carré. OK? Attendez, hein. On considère... Comment dire ça? Ah non, non j'ai compris. Non, on divise par C4. Tu vois, le C4 ici, on divise... En gros, on divise tout ça par C4. OK? OK, du coup, on obtient M carré plus P carré sur C carré. OK? Attendez, c'est pas comme ça qu'on l'avait trouvé, je pense. Il me semble que... Attendez. Ah, ok, non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Ok, alors, regardez. Du coup, on part de ça de base. En fait, on part toujours de ça de base. Sauf que là, on ne va pas diviser par C4, mais on va diviser par MC4. On va diviser par le MC4 ici. Donc, on obtient racine de... Ici, on obtient du coup 1, parce qu'on divise par MC4. Et ici, on obtient P carré C carré sur M carré C4. OK? Et donc, on obtient, en simplifiant, que tout ça, ça fait quoi? Ça fait P carré sur M au carré. Et C carré, bien sûr. OK? Plus. Okay. Du coup, on fait 1 plus quelque chose. Bien sûr, ici, on divise aussi par... Attendez, hein. Ok, en gros, ici... Non, regardez. En fait, non. On ne divise pas, en fait. On met en évidence, excusez-moi. On met en évidence le MC4. Donc, on le met racine de M carré C4 en évidence. Ok. On obtient ici 1 plus, et on obtient ici PC carré. P carré C carré. Ok. Ok, ça va? Et du coup, bah voilà, ça se simplifie. Ok, ça fait quoi? Ça fait M C carré, racine de 1 plus P carré. Ah non, excusez-moi, là, il y a un M C carré, 4. Parce que là, on met en évidence le MC4. Donc ici, on a un MC4 au dénominateur. Là, on simplifie parce que le C carré et le C4 se simplifient. J'obtiens M C carré. Ok. J'obtiens ça en mettant en évidence le MC carré. Okay, et là, je me dis que, bah, vu que maintenant, on est face à des particules massiques, ça veut dire qu'ils ont une grande masse. Attendez. Hein. Ok. Tu vois le P ici. Le P, c'est le P de la particule. Elle a une... le P de la particule, c'est MV carré. Et... Waouh, là, j'ai un peu du mal à trouver. En tout cas, on fait une approximation dans le cas où ça, là, cette quantité-là est petite devant 1. Sûrement parce que le P, c'est quoi? C'est MV. Et donc, la vitesse de la particule est plus petite que celui de la lumière. Très, très petite. Donc, on veut dire que ces quantités-là tendent vers 0 parce que ça, c'est grand. Le C carré, il est grand. Et là, on a le MV qui est la formule de l'impulsion d'une particule. Et du coup, voilà. Ça, c'est pas pour l'électron. Hein. Ça, c'est pour toute particule. Une voiture, ou encore un avion, toi, un objet. Tu vois, ça, c'est pour tout objet. Et donc, le P d'un objet, c'est quoi? C'est MV. OK? Et donc, la vitesse du P ici, la vitesse d'un objet est bien plus petite que celui de la lumière. Et donc, le C carré est encore plus grand que celui de la lumière.
Et tu divises une vitesse qui est plus petite que la lumière, qui est plus petite que tu divises une vitesse qui est au numérateur, qui est plus petite qu'une vitesse de la lumière, mais qui est au carré. OK? Donc, tu obtiens ce truc-là est très petit, très, très petit, très, très petit. Et donc, on a un truc petit devant 1. OK? Donc, on peut faire une approximation de Taylor-Maclaurin. On va dire que ta variable, c'est ta vitesse, c'est le P, on va dire, qui est ta vitesse, on va dire, parce que c'est M fois V, et V, c'est la seule variable qu'il y a. Du coup, ta vitesse, c'est ta variable X, on va dire. Et du coup, bah, tu as un X qui est proche de 0. OK? C'est comme si tu avais un X qui est proche de 0. Et quand une grandeur est proche d'un nombre, on peut approximer la fonction comme si c'était un polynôme. Ici, la fonction, c'est une racine, OK? Et la racine de quelque chose. C'est comme si tu avais, par exemple, a fois racine de 1 plus b fois x, OK? Ça, le x, là, ça, c'est une fonction. F de x égale à ça. Eh bien, quand tu as une fonction dont la variable est proche de 0, non, est proche d'une valeur, ici, la variable est proche de 0, le x ici, le bx est proche de 0, du coup, la variable est proche d'une valeur qui est 0. Quand une valeur est proche de 0, on peut l'approximer par un polynôme qui passe par ce point. Le polynôme, c'est quoi? C'est f de 0 plus la dérivée de la fonction au point 0 fois x moins le 0. Mais en réalité, c'est f de a, f' de a, x moins a. Mais là, c'est 0. Plus f' de 0, x moins 0 au carré sur 2 factoriel. Bref, ça, c'est ce qu'on appelle le développement, le développement de Maclaurin autour de 0. C'est le développement de Taylor autour de 0. On fait ça ici, on obtient ça. Si tu sais faire, n'hésite pas à le faire tout seul. Sinon, accepte ça comme il est, parce qu'en fait, si tu sais le faire, donc tu arriveras à trouver ça. Et donc, on obtient environ un truc qui est égal à p carré sur 2m. En gros, on l'a obtenu, voilà, ça, du coup, on dit que l'énergie d'une particule de masse, l'énergie d'une particule non relativiste, c'est approximativement égal à p carré sur 2m. Parce qu'on a obtenu une quantité variable qui était proche de 0. Et donc, on pouvait l'approximer par un polynôme. Et ça me donne quoi? Ça comme valeur. C'est un polynôme du second degré, en réalité. Et du coup, on a ça comme valeur d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a ça. Voici d'où vient cela. Voici la démonstration. Ce n'était pas obligé, mais voilà. Au cas où tu la voulais, elle est là. OK, du coup, voilà. Et du coup, on partait de ça comme énergie. Et donc, on gardait la même règle de correspondance que... En gros, Schrödinger va garder la même règle de correspondance. OK? Ça veut dire que l'énergie, en rouge, je vais le mettre en rouge, l'énergie devient un opérateur différentiel moins I h bar, dérivée temporelle. OK? Et la pulsation, non, et l'impulsion devenait moins I h bar, dérivée de position. Tu me demandes pourquoi c'est comme ça et pas autre chose, parce qu'en fait, ici, l'impulsion, rappelle-toi, c'est P égale à h bar fois 1 sur 2, fois K. K qui est quoi? Qui est 2pi. Non, oui, qui est 2pi sur lambda, une distance. Et là, la dérivée par rapport à une distance, la distance est au dénominateur. Et ici, pour le temps, en fait, ça là, si on fait son analyse dimensionnelle, on obtient une énergie. Idem pour ça. Parce que le H en fait, c'est joule par seconde, fois seconde. Tu obtiens ici une énergie et tu obtiens ici une impulsion comme grandeur. Et du coup, voilà. Du coup, on pouvait faire ça en réalité, mais juste que, voilà, c'était pas un truc qu'on pouvait penser à faire. Mais il a fait ça, il a décidé de faire ça, et ce qu'il a obtenu en faisant ça était cohérent avec la réalité. Et donc, on l'a accepté. En fait, il a joué, en fait, il a joué. Il s'est dit qu'on va associer ça à on va dire que c'est un opérateur. Et vu comme ça, on obtient des trucs cohérents dans la vraie vie de tous les jours. Et du coup, voilà. Et du coup, en utilisant cette règle
En utilisant cette règle de correspondance pour, euh, pour la forme de l'énergie d'une particule non relativiste, eh bien, il obtient quoi? Le E, c'est ça, le E. Donc, on obtient moins I h bar dérivé par rapport à temps, ok? Et égal à quoi? Égal à quoi? Parce que ça, c'est un peu un égal. L'impulsion au carré, ça au carré. Donc, on obtient tout ça au carré. Moins I h bar au carré, ça fait moins h bar au carré. Moins h bar au carré. Attendez, hein. C'est bien ça, non? Attendez. Mhm. Mhm. Attendez, hein. Il y a un souci ici. Il y a un souci. Mhm. Mhm. Oui, ça fait moins h bar au carré, ok. Et du coup, voilà, dérivé par rapport à la position, mais au carré, parce que c'est P au carré. Du coup, par rapport à la position au carré, ok. Bien sûr, ça c'est un vecteur. Donc ici, c'est pas ça c'est pas correct, tu vois. C'est un gradient, ça, tu vois. C'est pas correct. Ce serait correct que si c'était Px, tu vois. L'impulsion suivant la direction de x. Alors là, ce sera correct. Quand tu veux dériver un vecteur, eh bien, tu ne dérives pas comme un scalaire. Là, on dérive une grandeur scalaire qui est variable. Là, maintenant, pour dériver un vecteur, on utilise ce qu'on appelle le gradient. On fait le gradient du vecteur, tu vois. Le gradient du vecteur. En tout cas, le gradient de la valeur, enfin, oui, du vecteur. Et du coup, on dérive par rapport à... Oui, ça. On dérive par rapport à un vecteur, enfin, oui. Le gradient d'un vecteur, du coup, c'est le nabla, ok, produit scalaire, enfin, le nabla fois quelque chose. Voilà. Ça, c'est le dérivé au carré, du coup. Et le nabla au carré, c'est en réalité le Laplacien. En gros, le gradient au carré, c'est simplement dérivé carré par rapport à x carré plus dérivé carré par rapport à y carré plus dérivé carré par rapport à z carré. Okay, et ça, c'est le Laplacien. Le gradient, c'est la même chose, sauf que c'est en une dimension, genre dérivée normale, dérivée normale, dérivée normale. Là, c'est au carré, donc c'est le Laplacien. Ça ressemble à delta, mais ça reste c'est le Laplacien. Et donc, ce ne sera pas le gradient au carré, mais ce sera le Laplacien. Du coup, ici, je mets le Laplacien. OK? Et du coup, voilà. Et du coup, maintenant, on a ici un opérateur. Un opérateur appliquant la même fonction qu'on a utilisé tout à l'heure. Utilisant le même vecteur qu'on a utilisé tout à l'heure. Utilisant le même vecteur qu'on a utilisé tout à l'heure, qui était le psi. Pour la même raison que tout à l'heure. Enfin, là on n'est pas obligé, mais là, vu que en fait, tout à l'heure, on a eu un truc en partant d'une mauvaise hypothèse. Mais la technique pour avoir le truc était, bah voilà, on utilise la même technique on utilise la même technique qu'on a utilisée tout à l'heure, sauf que maintenant, on l'applique dans de bonnes hypothèses, qui était que bah, maintenant, la particule qui se comporte comme une onde, on va dire, est une particule non relativiste. Et donc, bah, voilà, c'est juste ça qui change maintenant. Et du coup, on applique à la même fonction, enfin, au même vecteur qui est une fonction ici. Et ainsi, on obtient l'équation de Schrödinger. Mais le moins là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas si c'est correct. Je vais quand même vérifier. Je ne suis pas certain. Attendez, hein. C'est comme bizarre parce que je me rappelle qu'il n'y avait pas de moins à l'époque. Ah, ok, j'ai compris. L'erreur, il vient de... Ah, ok. En fait, l'erreur, il vient de... Je ne sais pas d'où vient l'erreur. L'énergie, l'énergie, c'est pas un moins, c'est un plus. Ok. En fait, tout à l'heure, j'ai eu une bonne réponse parce qu'en fait, que ce soit moins i ou plus i, quand je le mets au carré, j'obtiens moins 1. Tu vois. C'est pour ça que j'ai pas vu d'erreur tout à l'heure. Mais tout à l'heure, c'est vraiment un i et pas un moins i. C'était un i. Tu vois. Juste que bah, quand tu mets moins i ou i, tu obtiens la même réponse. Sauf que ici, non. Parce que tu vois, tout à l'heure, on mettait le e au carré. Le e était au carré. Ça veut dire que là, on avait au carré. Mais là, c'est plus au carré. Comme tu peux voir, le e ici, il est normal.
Et du coup, bah, il faut, bah, voilà. Le vrai truc, la vraie règle de correspondance que Schrödinger a utilisée, c'était le I normal, sans qu'il soit au carré. Et du coup, tu obtiens, bah, le moins, je peux le laisser ici, et tu obtiens ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. C'est une équation qui décrit, on va dire, le comportement qu'a une onde de matière. Voilà. Bien sûr, l'onde de matière, on la considère comme particule non relativiste. Dans tout le cours de physique quantique, on va voir tout avec cette hypothèse-là. En tout cas, en bachelier 2. Et du coup, voilà. Ça, c'est notre équation d'onde qu'on cherchait. Et du coup, en la résolvant, on est censé avoir la fonction. En fait, on doit obtenir la fonction d'onde. On doit obtenir son expression mathématique et qui va nous dire, normalement, elle est censée nous donner les positions occupées par l'objet qu'elle décrit au cours du temps, tout comme l'onde normale. Sauf qu'ici, on va voir que non, elle ne fait pas ça. En fait, là, on a une fonction complexe, parce qu'il y a un i ici. Et quand tu résous, tu obtiens une fonction complexe. Une onde normale, certes, on peut décrire ça comme une complexe, mais de base, elle n'était pas complexe. Il n'y avait pas un i ici. C'était une équation réelle. Et une équation réelle admet une solution réelle. Du coup, on avait une fonction d'onde qui décrivait quelque chose de réel. Ici, on a un i, et ça fait que la solution est complexe. Donc, l'expression qu'on a ici, c'est une expression complexe. Et du coup, ça change tout, parce que maintenant, ça, on peut pas... enfin, tu vois, ce qu'on aura ici, on ne peut pas l'interpréter, parce qu'on est dans le monde des complexes. On aura un résultat, on va dire, on aura un résultat complexe, quoi. Bon, là, je ne veux pas l'écrire, parce que ça spoilait par la suite. Et voilà, on aura un résultat, ici, la fonction d'onde va appartenir au complexe. OK? Voilà. Et du coup, maintenant, il est 20 heures, hein, mais bon, on continue. Du coup, là, on a une fonction, qui est la solution de l'équation, mais qui est complexe. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qu'elle nous donne ça? L'expression qu'on aura à la fin, qu'est-ce qu'on prend à conclure? Dans les réels, dans les ondes normales, quand on résolvait l'équation d'onde normale, on obtenait une solution réelle. Et du coup, la solution, c'était quoi? C'est une fonction qui donnait les différentes positions que pouvait occuper l'onde au cours du temps. Mais là, du coup, on est censé avoir la même information, sauf que c'est complexe. Et donc, comment est-ce qu'on interprète quelque chose de complexe? Voilà. Autrement dit, question que je te pose, comment, à l'aide d'un nombre complexe, parce que la fonction est un complexe, donc un nombre complexe, comment est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de réel? Comment est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de réel dans les complexes? Comment on fait ça? Un nombre complexe, c'est quoi? C'est Z, j'écris en bleu, c'est Z est égal à A plus IB. Ok? Ça, c'est un nombre complexe. Comment on peut obtenir quelque chose de réel dans un nombre complexe? Ici, en prenant la partie réelle, on a, tu vois, un résultat réel. Pareil qu'ici. Ok? Mais tu vas voir qu'on va faire ça. Il y a une autre manière d'avoir une valeur réelle à partir d'un nombre complexe. En fait, on va lui faire quelque chose. En fait, rappelle-toi, hein, quand on fait z fois z bar, on obtient un nombre réel. On obtient le module carré de z. OK? Ça, c'est réel. OK? Là, maintenant, suis-moi. En faisant ça, en fait, il y a plusieurs manières. Soit on prenait le module normal de z, soit on prenait le module carré de z, soit on prenait la partie réelle de z, soit on prenait la partie imaginaire de z. Plein de manières d'obtenir un nombre réel à partir d'un nombre complexe. Tu vois? Mais de toutes ces manières-là, il y avait une manière qu'on a gardée parce que quand on faisait l'expérience, d'abord, je bois de l'eau pour ne pas devenir chauve à la fin de la journée.
ça fait du bien, bien sûr. Quand tu parles beaucoup, il faut boire de l'eau. Parce que sinon, ton cerveau, il est déshydraté et ça cause, on va dire, les pertes de cheveux. Il faut que l'eau puisse remonter en haut parce qu'en fait, il y a la gravité qui tire l'eau vers le bas. Et du coup, l'eau, pour qu'il puisse aller vers le haut et nourrir le cerveau, et aussi faire que le cerveau fonctionne, et du coup, tes cheveux poussent, bah, il faut que l'eau puisse remonter. Et du coup, remplis ton corps d'eau, et l'eau peut aller encore haut. Les veines de ton cerveau